Bienvenue à cette vidéo sur la respiration chez l'homme. La respiration est un processus physiologique permettant d'approvisionner l'organisme en dioxygène et de libérer du dioxyde de carbone. L'homme ne peut pas vivre plus de quelques minutes sans respirer. À tout moment, de l'air entre et sort à travers notre système respiratoire. Le fonctionnement de ce système peut être perturbé par des substances nocives présentes dans l'environnement. Vous pouvez alors se poser les questions suivantes. Quels sont les mouvements de la respiration? Quels sont ses organes essentiels? Comment se font les échanges gazeux respiratoires? Comment préserver le bon fonctionnement de l'appareil respiratoire? Tout d'abord, on va commencer avec les mouvements respiratoires. Sur ces deux images animées, nous pouvons voir ce muscle qui se contracte et se relâche, c'est le diaphragme, qui s'attache à la fois derrière sur la colonne vertébrale, sur les côtés au niveau des côtes et devant au niveau du sternum. Il fait le tour de la cage thoracique. En se contractant, le diaphragme s'abaisse et s'aplatit et la cage thoracique s'élève. Par conséquent, l'air pénètre dans les poumons. C'est donc l'inspiration. Et lorsque le diaphragme se relâche, la cage thoracique s'abaisse. Par conséquent, les poumons se rétractent et l'air s'en échappe. Et dans ce cas, il s'agit d'une expiration. Le diaphragme, c'est le muscle respiratoire principal qui est associé à d'autres muscles qui assurent la mécanique de la respiration en alternant les mouvements d'inspiration et d'expiration. Ce sont les muscles intercostaux et les muscles élévateurs des côtes. Lorsque le diaphragme se contracte et s'aplatit, les muscles intercostaux et les muscles élévateurs des côtes se contractent aussi, ce qui provoque la dilatation de la cage thoracique et les poumons augmentent de volume, ce qui permet à l'air atmosphérique de pénétrer dans les poumons. C'est l'inspiration. À l'expiration, le diaphragme et les muscles intercostaux se relâchent et petit à petit la cage thoracique s'abaisse. Par conséquent, les poumons se rétractent et l'air s'en échappe. Chaque mouvement respiratoire comprend une inspiration suivie par une expiration. Cette respiration rythmée, environ 20 mouvements respiratoires par minute, chez un homme au repos, se traduit par des changements de diamètre du thorax et des déformations des muscles élévateurs des côtes, des muscles intercostaux et du diaphragme. À l'inspiration, le diaphragme et les muscles intercostaux se contractent, ce qui permet l'augmentation de la cage thoracique. Les poumons se dilatent alors et augmentent de volume. Par conséquent, la pression des poumons diminue et devient alors inférieure à la pression atmosphérique. Ce phénomène va donc permettre l'entrée de l'air. À l'expiration normale et calme, le diaphragme et les muscles intercostaux se relâchent. Mais durant une expiration forcée, les muscles abdominaux se contractent. Cela va donc diminuer le volume de la cage thoracique. Par conséquent, les poumons se relâchent et la pression des poumons va devenir supérieure à la pression atmosphérique. Cela va donc entraîner la sortie de l'air des poumons vers l'extérieur. Quel est le trajet de l'air dans l'appareil respiratoire? L'air inspiré pénètre par la cavité nasale, entre également par la bouche, puis passe par le pharynx, qui est un carrefour aérodigestif où se croisent les trajets du flux respiratoire et du bol alimentaire qui doit s'engager dans l'œsophage à la suite de la déglutition. Pour éviter que les aliments et liquides que nous avalons ne fassent fausse route et se dirigent vers les voies respiratoires, des réflexes de protection sont déclenchés. L'épiglotte, qui se situe au niveau du larynx, se rabat et ferme l'ouverture de la trachée. Et les cordes vocales se referment. Les aliments se dirigent ainsi directement vers l'œsophage sans risquer de passer dans la trachée et les poumons. C'est pourquoi il est impossible de respirer en avalant.
La trachée est la partie la plus large des voies respiratoires, se divise en deux branches plus petites, la branche droite et la branche gauche, qui aboutissent à chacun des poumons, le droit et le gauche. Chaque poumon est divisé en plusieurs parties ou lobes. Il y a 3 lobes dans le poumon droit et 2 dans le gauche. Le poumon gauche est légèrement plus petit que le droit car il partage la moitié gauche du thorax avec le cœur. Les branches se ramifient de nombreuses fois en voies respiratoires plus petites jusqu'à former les voies respiratoires les plus fines, ce sont les bronchioles, dont le diamètre est égal à un demi-millimètre. Les voies respiratoires ressemblent à un arbre renversé. C'est la raison pour laquelle cette partie du système respiratoire est souvent appelée arbre bronchique. À l'extrémité de chaque bronchiole se trouve un sac alvéolaire composé de multiples alvéoles pulmonaires, qui sont de minuscules poches d'air d'environ 0,2 mm de diamètre. Donc, l'air inspiré, riche en dioxygène, pénètre par la bouche et le nez, puis traverse le pharynx et le larynx. Il descend ensuite par la trachée et atteint les bronches, puis passe par les bronchioles pour aboutir aux alvéoles pulmonaires. L'air expiré, riche en dioxyde de carbone, suit le même trajet, mais en sens inverse. Donc, les échanges gazeux se font au niveau des alvéoles pulmonaires. Comment se font les échanges gazeux respiratoires au niveau des alvéoles pulmonaires? Ce schéma montre que ce sac alvéolaire qui se trouve à l'extrémité du bronchiole est composé de nombreuses alvéoles pulmonaires qui sont entourées d'un réseau de capillaires sanguins. Ce sont des vaisseaux très fins qui transportent le sang. Nos poumons contiennent 300 millions d'alvéoles qui développent une surface totale de 75 mètres carrés. L'observation microscopique des capillaires sanguins entourant l'air alvéolaire, l'épaisseur de la paroi qui les sépare n'est que de 0,4 micromètres qui est égal à 0,0004 mm. Donc, cette immense surface de 75 mètres carrés, ainsi que la minceur de la barrière 0,4 micromètres, favorise le passage rapide des gaz respiratoires. L'air que nous inspirons et qui arrive au niveau des alvéoles est constitué de 79% de diazote, de 21% de dioxygène et de 0,03% de dioxyde de carbone. Et l'air que nous expirons est constitué de la même proportion de diazote, de 16% de dioxygène et de 5% de dioxyde de carbone. Donc, le dioxygène est prélevé au niveau des alvéoles pulmonaires puisque sa proportion dans l'air après son passage dans les alvéoles pulmonaires a diminué. Par contre, le dioxyde de carbone est expulsé vers l'extérieur puisque sa proportion dans l'air après son passage dans les alvéoles a augmenté. Et si on fait maintenant la comparaison entre le sang entrant dans les poumons et le sang sortant de ces organes, nous observons pour 100 ml de sang une teneur en dioxygène qui passe de 15 ml dans le sang entrant à 20 ml dans le sang sortant, et une diminution de dioxyde de carbone de 53 ml à 49 ml. Donc, le sang au niveau des alvéoles pulmonaires est enrichi en dioxygène et est appauvri en dioxyde de carbone. En comparant la composition gazeuse de l'air et celle du sang au niveau des poumons, nous constatons que le dioxygène est passé de l'air dans le sang, tandis que le dioxyde de carbone est passé du sang dans l'air. Récapitulons tout ça, on a vu que les échanges gazeux se font au niveau des alvéoles pulmonaires, entre le sang et l'air alvéolaire. Le dioxygène passe de l'air dans le sang, tandis que le dioxyde de carbone passe du sang à l'air. Ainsi, l'organisme prélève dans l'air inspiré le dioxygène dont il a besoin et rejette le dioxyde de carbone dans l'air expiré. Les échanges gazeux entre le sang et l'air alvéolaire
sont facilités par les propriétés des alvéoles qui se caractérisent par une importante irrigation sanguine due à la présence de nombreux capillaires, la finesse de leurs parois, 0,4 micromètres, une grande surface d'échange entre l'air et le sang de 75 mètres carrés. Cette animation montre les déplacements des gaz respiratoires pendant les échanges gazeux entre les alvéoles pulmonaires et les capillaires sanguins qui les entourent. Ces échanges gazeux s'expliquent par la différence de pression en dioxygène et en dioxyde de carbone dans les deux milieux. Il y a toujours déplacement du gaz d'un milieu à forte pression vers un milieu à plus faible pression, et ce jusqu'à équilibre des pressions. Sur ce schéma, on voit les différentes pressions dans l'alvéole et le capillaire. Ce sont ces pressions qui organisent le mouvement des gaz. Le sang qui arrive dans le capillaire présente une pression en dioxyde de carbone supérieure à la pression alvéolaire, ce qui entraîne le déplacement du dioxyde de carbone du sang vers l'air alvéolaire. Mais pour le dioxygène, sa pression dans le sang est plus faible que sa pression alvéolaire, ce qui favorise son déplacement de l'air alvéolaire vers le sang. C'est ces différentes pressions qui permettent les échanges entre l'air alvéolaire et le sang. Mais en cas d'égalité de pression entre les deux milieux, va entraîner l'arrêt des échanges gazeux. Mais puisque le sang n'étant pas immobile, mais constamment renouvelé, de même l'air des alvéoles étant renouvelé lors du cycle respiratoire, la différence de pression des gaz respiratoires entre le sang capillaire et l'air alvéolaire est maintenue et les échanges continuent. Pour mettre en évidence la consommation de dioxygène par les muscles, nous plaçons des morceaux de muscles frais, par exemple de poisson, dans une enceinte avec du sérum physiologique. L'enceinte est hermétiquement fermée et contient une sonde d'oxymètre mesurant la quantité de dioxygène. La console reliée à l'ordinateur permet d'obtenir sous la forme d'un graphique la variation de la quantité de dioxygène présente dans le sérum physiologique. Nous effectuons aussi les mesures pour une enceinte ne contenant que du sérum physiologique. Voici la courbe obtenue en présence de muscles et la courbe obtenue en absence de muscles. Donc, la première courbe qu'on voit bien en rouge montre que la quantité de dioxygène diminue en présence de muscles. Mais en absence de muscles, la quantité de dioxygène reste constante au cours du temps. Donc, on conclut que le muscle frais consomme du dioxygène. Pour mettre en évidence le rejet de dioxyde de carbone, on a deux flacons A et B contiennent chacun la même quantité d'eau de chaud limpide. Dans le flacon B, on met des morceaux de muscles frais de lapin au-dessus de l'eau de chaud et on ferme hermétiquement les deux flacons. Après 30 minutes, on observe les résultats. Dans le flacon A, en absence de muscles, l'eau de chaud reste limpide. Dans le flacon B, en présence de muscles, l'eau de chaud est trouble. Et quand vous savez que l'eau de chaud est une solution limpide, c'est-à-dire incolore, qui se trouble en présence de dioxyde de carbone, donc on conclut que les morceaux de muscles frais ont rejeté du dioxyde de carbone. Un muscle réalise donc des échanges gazeux même lorsqu'il est isolé. N'importe quel organe, foie, cerveau, estomac réalise les mêmes échanges. Absorption de dioxygène et rejet du dioxyde de carbone. Dans un organisme, les organes ne réalisent pas directement leurs échanges gazeux avec l'air, mais avec le sang. Maintenant, on va mettre en évidence un autre besoin de nos organes. On prélève un morceau de muscle par biopsie chez un sportif avant l'effort et après l'effort. Puis on colore les cellules du muscle avec un colorant qui permet de révéler la présence de glucose qui est un nutriment. Voici le schéma de muscle observé au microscope.
La coloration violette indique la présence de glucose dans les cellules de ce muscle. D'après le schéma, on voit bien la coloration violette avant un effort musculaire. Donc, avant l'effort, les cellules du muscle contiennent une grande quantité de glucose. Mais après l'effort, les cellules du muscle ne contiennent presque plus de glucose. On peut conclure que le muscle consomme du glucose lors d'un effort physique. Lorsqu'on compare la composition du sang qui entre dans le muscle et celle du sang qui sort du muscle au repos, on constate que le sang sortant est plus pauvre en dioxygène et en glucose. Ils ont donc été prélevés 5 ml pour le dioxygène et 10 mg pour le glucose pour 100 ml de sang qui a traversé le muscle. Pour le dioxyde de carbone, est en plus forte quantité dans le sang sortant du muscle, donc il a été rejeté. 5 ml pour 100 ml de sang. Si on compare les échanges entre le sang et le muscle qui est en repos avec un muscle qui est en activité, on constate que le muscle en activité consomme plus de dioxygène et de glucose que le muscle au repos et rejette plus de dioxyde de carbone. Donc, les muscles réalisent en permanence des échanges avec le sang. Ils prélèvent dans le sang le dioxygène et le glucose et rejette le dioxyde de carbone. Et ces échanges augmentent lorsque le muscle est en activité. Ainsi, tous les organes réalisent les mêmes échanges avec le sang. Ils prélèvent du dioxygène et des nutriments comme le glucose dans le sang et y rejettent du dioxyde de carbone. Ces échanges augmentent avec l'intensité de l'effort effectué. Tous les organes sont richement irrigués, c'est-à-dire qu'une multitude de petits vaisseaux sanguins les parcourent. Nous venons de voir qu'ils ont besoin de dioxygène, mais ils ne sont pas en contact direct avec l'air. Le dioxygène leur est donc apporté par le sang, et c'est dans le sang qu'ils rejettent du dioxyde de carbone. Les échanges gazeux au niveau des cellules qui composent nos organes fonctionnent suivant le même principe de gradient de pression pour les échanges au niveau des alvéoles pulmonaires. Les cellules possèdent peu de dioxygène et beaucoup de dioxyde de carbone par rapport au sang. Il se produit donc le phénomène inverse à celui des alvéoles pulmonaires. Donc, le dioxygène quitte le sang vers la cellule et le dioxyde de carbone produit par les cellules sort en direction du sang. Le muscle, comme tous les organes de notre corps, prélève en permanence du dioxygène et des nutriments dans le sang, afin de produire l'énergie qu'il dépense pour fonctionner. Cette production d'énergie s'effectue au cours d'une réaction d'oxydation dont l'équation bilan est la suivante. Le glucose en présence de dioxygène, ces deux éléments sont utilisés par les muscles pour réaliser la respiration cellulaire qui produit l'énergie, l'eau et les déchets, dont du dioxyde de carbone. Une partie de l'énergie est utilisée pour le fonctionnement du muscle et l'autre partie de cette énergie est perdue sous forme de chaleur. Plus la consommation en dioxygène et en nutriments augmente, plus la quantité d'énergie produite et dépensée par le muscle augmente. Les nutriments et le dioxygène transportés par le sang ne sont pas stockés dans la cellule, mais sont immédiatement utilisés par celle-ci. Il se produit alors dans la cellule la réaction d'oxydation qui permet de libérer l'énergie contenue dans les nutriments qui sont le glucose, les acides aminés ou les acides gras. Les déchets dont le dioxyde de carbone sont rejetés par la cellule dans le sang. Le dioxyde de carbone sera éliminé dans l'air expiré au niveau des poumons et les autres déchets seront éliminés dans l'urine fabriquée par les reins. Une partie de l'énergie libérée est dissipée sous forme de chaleur pour assurer le maintien de la température corporelle autour de 37 degrés Celsius. L'autre partie de cette énergie est utilisée par les cellules pour leur fonctionnement, par exemple pour la contraction des cellules musculaires. Et pour synthétiser de nouvelles molécules, c'est ce qu'on appelle l'assimilation.
Donc, la cellule peut fabriquer des enzymes, des anticorps, des hormones ou des protéines de structure. Et ce qui n'est pas utilisé directement participe à la formation de produits de réserve qui seront stockés pour utilisation ultérieure. Donc, l'assimilation, c'est la production de nouvelles matières par les cellules à partir des nutriments. Car la plupart de nos cellules se renouvellent tout au long de notre vie et lors de ce renouvellement, les cellules fabriquent de nouvelles molécules. Par exemple, lors de renouvellement des globules rouges. La cellule de la moelle osseuse doit également fabriquer les molécules d'hémoglobine. C'est une protéine qui permet le transport de dioxygène par les globules rouges. La fabrication de l'hémoglobine se fait à partir des acides aminés apportés par le sang et utilise également l'énergie cellulaire libérée par les réactions d'oxydation. Selon les informations génétiques contenues dans le noyau de la cellule, les acides aminés sont assemblés dans un ordre précis pour former de nouvelles protéines qui sont des molécules d'hémoglobine. Des substances nocives plus ou moins abondantes dans l'environnement perturbent le fonctionnement de l'appareil respiratoire. Certaines sont à l'origine de maladies graves, cancer du poumon, crise d'asthme, problèmes respiratoires et des allergies. Ces substances nocives proviennent des rejets industriels, des gaz d'échappement des automobiles et des camions. D'autres proviennent de la fumée de cigarettes. Les autorités mettent en œuvre des politiques pour lutter contre ces pollutions. Par exemple, en luttant contre le tabagisme, on protège sa santé et celle des autres. Une hygiène de l'appareil respiratoire est nécessaire à travers des comportements raisonnables.